Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle de la santé mentale. On en a beaucoup parlé de cette santé mentale pendant la crise Covid, de la situation de ces salariés en télétravail obligés avec les enfants au milieu de l'appartement. On va essayer de faire le point aujourd'hui. On voit que la santé mentale, évidemment, ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis quelques mois. Avec, on l'évoquait tout à l'heure, une rentrée un peu dure pour les salariés. On traîne des pieds, on se lève plus tard, on est moins motivé. On fait le point aujourd'hui. On va parler de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. C'est des mots qu'on retrouve fréquemment, évidemment, lorsqu'on évoque ces sujets. Et on en parle avec Christophe Nguyen. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine, avec votre baromètre, des études régulières, où vous expertisez, analysez la situation très concrète. On fera le point, parce que vous aviez un baromètre publié en juin dernier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et François Cochet est avec nous. Bonjour François, directeur des activités santé du cabinet Secafi et président de la FIRPS. L'ai-je bien dit ? Parfaitement. Je l'ai bien dit. Commençons par le début, j'ai envie de dire. Vous êtes venu nous parler assez régulièrement de cette situation. La crise Covid a eu un effet d'accélérateur. Où en sont les salariés en cette rentrée ? Est-ce que vous constatez une accentuation, je dirais, de la déprime, de situations de burn-out ? Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que vous avez des chiffres sur cette question ? Oui, on voit que malgré une situation pandémique qui a priori s'améliore, on voit un état psychologique des salariés français qui reste très dégradé, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui 41% de détresse psychologique, c'est-à-dire un sentiment de désespoir, de lassitude, d'incertitude, de fatigue importante, et qui amène forcément à de l'épuisement. Et donc on a un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'on a 3 fois plus aujourd'hui de taux de burn-out sévère par rapport à avant cette crise. Juste un détail, Christophe Nguyen, quand vous parlez de cas de burn-out, ce sont des salariés qui vont quitter l'entreprise, pris en charge par l'assurance maladie, parce qu'ils sont en arrêt maladie, on est d'accord ? Oui, c'est des cas sévères, c'est-à-dire qui peuvent nécessiter un accompagnement médicamenteux, psychothérapeutique, quelque chose de lourd. C'est pas juste le coup de fatigue, finalement. Donc ça crée des arrêts de travail pour des motifs psychologiques. On l'a vu, une augmentation très importante. Il y a aussi différents chiffres qui sont sortis. 2 fois plus d'absentéisme chez les managers pour des motifs psychologiques. Et c'est une population, si on parle d'elle, qui est particulièrement exposée aux risques psychosociaux. François Cochet, on en est où par rapport à la situation Covid ? La situation Covid avait été comme ça un moment d'arrêt terrible parce que certains salariés se sont retrouvés en télétravail forcé, dans des situations de tension incroyables, soit d'isolement, soit de surstress parce qu'il fallait s'occuper des enfants, de la machine à laver et de la vie quotidienne de la maison. On en est où par rapport à cette période ? Alors, cette situation est aujourd'hui révolue, ce jour de rentrée des classes. On l'espère. Les élèves vont normalement aller devant les professeurs, là où il y en aura. C'est plus les parents qui vont s'en occuper. Bon, est-ce que pour autant le télétravail est devenu quelque chose de simple ? Je ne pense pas. Il y a un engouement indiscutable pour le télétravail. Donc celui-là, il est même, personnellement, je le trouve inquiétant. Parce que c'est en grande partie... une des causes ? C'est une fuite. C'est-à-dire qu'évidemment que quand on a 2 heures de trajet tous les jours pour aller au travail, il y a une très bonne raison de télétravailler. Mais il y a des gens qui habitent à 5 minutes de leur travail et qui ont autant envie de télétravailler. Et ils ont, pour partie d'entre eux, envie de moins voir leur chef, parfois de moins voir leurs collègues, et puis d'être plus tranquille. Alors je vais vous dire, comment je fais de l'analyse du travail depuis très longtemps. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en fait, c'est le travail qui pose problème. Oui. Il y a quelques façon de le faire, moi, plutôt. Je veux dire, quand on fait des observations du travail dans une usine, quel est le meilleur moment pour faire de l'analyse du travail ? C'est la nuit. Dans les entreprises en 3-8. En 3-8, oui. Pourquoi ? Parce que la nuit, les gens travaillent. Ils font leur boulot. Ils ne passent pas leur temps à répondre au chef, à se justifier, à dire comment ils doivent travailler. Ils s'écartent des règles pour être plus efficaces. Et ils sont plus disponibles pour parler de leur travail. C'est intéressant parce que ça fait écho à la notion d'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le manager sur le dos qui... Oui. Enfin, en tout cas, en télétravail, on retrouve un peu ces circonstances. Ouais. C'est-à-dire, chez moi, je m'organise comme je veux, je fais comme je veux, et je suis moins dérangé. Mais attendez, juste pour répondre à ma question... je peux me concentrer. Ceux dont vous parlez, qui essaient de s'extraire finalement de la chaîne hiérarchique et qui travaillent avec plus d'autonomie, est-ce qu'ils vont mieux ou est-ce qu'ils vont plus mal ? Alors, dans un premier temps, ils vont mieux. Justement parce qu'ils retrouvent de l'autonomie. Alors après, là où il y a risque, bon, d'abord, les entreprises doivent s'interroger sur les conditions qu'elles ont créées qui font que leurs salariés ont envie de les fuir, enfin de fuir les locaux. Et oui. Et après, c'est dans le temps qu'il y a des risques pour le télétravail. Parce que pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions, il y a 2 règles absolues. Il faut avoir la confiance de son chef et être autonome.
justement, bien maîtriser son boulot. Seulement, au bout de quelques mois, de quelques années, est-ce que ces deux conditions vont se poursuivre? Mon chef a changé. Le nouveau, je ne le connais pas. Donc, Comment je vais reconstruire une relation donc avec lui? stress, hein, déjà, un peu de stress. Oui, et puis surtout, ça peut se dégrader facilement, tourner au conflit. Et puis l'autonomie au travail, le travail, il n'est pas stable. Il y a des nouveautés, il y a des évolutions, des nouvelles réglementations, des nouveaux produits. Si je suis trop à l'écart de l'entreprise, Je rate ça. au bout d'un moment, je peux me retrouver à traiter les vieux sujets. Et puis Il est mis au placard. les petits jeunes qui sont sur place, Eh oui. ils vont s'emparer des nouveaux sujets. Donc il y a des vrais risques de déclassement. Christophe Nguyen, ça c'est intéressant parce que c'est une vision très sociologique de la relation au travail menée par François Cochet, mais à travers le psychologue que vous êtes, les baromètres, alors on en a plusieurs, il y a les vôtres, il y a celui d'Alan pour Harris Interactive, 94% des salariés français estiment que se sentir bien dans son travail permet de se sentir bien dans sa vie en général. Oui. J'allais dire c'est presque logique, Bien ça sûr. c'est très intéressant. Puis un autre chiffre, 90% d'entre eux, tous métiers et âges confondus, estiment également que les difficultés psychologiques sont de plus en plus répandues au travail. C'est-à-dire Oui. que dans leur quotidien, dans leur environnement, ils voient Oui. des collaborateurs qui sont en déprime. Oui. Ça vient d'où? C'est parce qu'il y a une sorte d'engouement au télétravail, il y a une sorte de perte de repères. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Alors moi, je pense que le télétravail a bon dos. C'est pas que la question du télétravail. Parce qu'on Un voit petit bien- pas de côté par rapport à ce que dit François. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même du télétravail qui se passe bien. Mais effectivement, il faut le voir globalement. Et on a parlé tout à l'heure des managers, c'est eux qui sont le plus en retrait par rapport au télétravail parce que ça les oui. confronte à des pratiques de management qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et puis surtout, beaucoup nous disent on a du mal à évaluer le travail Mais des oui. salariés au-delà du livrable et qui me le donne en temps et en heure. Mais c'est aussi comment on le fait et comment je peux anticiper. Enfin, François les nous disait, difficultés. quand on est en télétravail, même la nuit dans les usines, Ouais. on contourne même un Oui, peu les règles bien sûr. fixées par la hiérarchie Bien sûr. et les normes, Oui. et on vit un peu sa vie, quoi. Oui, c'est comment je fais preuve d'intelligence Bah par oui. au processus, aux exigences. Et oui. Et c'est vrai que le télétravail permet une invisibilité, mais derrière, c'est la question de la reconnaissance de ce que je fais, de ce que je produis, et puis la coopération, on en a parlé énormément, la question du collectif, sachant qu'on a un héritage, effectivement, vis-à-vis de cette crise, et ce qui fait que les gens, la grande majorité, quasi la totalité des gens observent une augmentation des risques psychosociaux, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des conflits, de la fatigue. Un tiers des Conflits, vous salariés- dites conflits? Oui, des conflits. Le climat de travail s'est dégradé dans les entreprises et qui ne peut pas être régulé, finalement amélioré à cause du distanciel, notamment. Je voulais vous poser une question à vous deux. Est-ce qu'on en demande trop à l'entreprise parce qu'elle a des comptes à rendre, l'entreprise, elle a une responsabilité juridique à l'égard du salarié. Oui. Il y a des rapports sur les RPS, elle a des obligations en qualité de vie au travail, c'est la RSE d'une manière un peu globale. Est-ce qu'on lui en demande beaucoup? Est-ce qu'il faut encore plus lui en demander? Oui, moi je pense que l'entreprise, en tout cas, a tout à gagner à être proactive sur ce sujet. Et on voit que l'entreprise, quand même, est plutôt en défensive, c'est-à-dire qu'elle voit les problèmes arriver et elle doit les gérer. Et souvent, quand les problèmes sont C'est là, trop tard. c'est trop tard, il y a des problèmes juridiques et on est dans des postures parfois un petit peu défensives qui font qu'on justifie, qu'on se défend, au lieu finalement de faire de la prévention. C'est ça. Et nous, on milite énormément à ce qu'il y ait une prise de conscience, à ce que ce sujet soit traité au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que dans les comités de direction, on en parle. Et c'est extrêmement rare. D'ailleurs, les 3/4, c'est dans le sondage, des salariés disent qu'il faut faire un état des lieux, parce qu'il y a un vrai décalage entre ce que, finalement, les demandes qui sont faites, la moitié des salariés disent, on me donne des objectifs sans me donner le sens, par exemple, aujourd'hui. On en vient toujours à ça. On est toujours sur cette idée-là. On en a aujourd'hui quasiment 4 sur 10 qui veulent partir de leur entreprise. Parce que on a appelé ça le big quit à la française. On a vu une augmentation effectivement des démissions, ce que la DARES a pu publier. Oui, on commence à voir, percevoir cette grande démission. Mais on en a aussi beaucoup qui ne vont pas partir et qui vont plutôt faire acte un petit peu de présence On appelle ça, physique. c'est un de nos titres, c'est la démission silencieuse. La démission. Mais quand même, juste l'entreprise, je vais entendre François, parce que je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord sur le sujet. On doit accentuer, les pouvoirs publics doivent accentuer un peu plus la pression sur l'entreprise. On lui demande déjà beaucoup à l'entreprise. QVT, elle fait des rapports sur les risques psychosociaux. C'est quand même de sa responsabilité, la santé des salariés. Moi, j'attends pas beaucoup des pouvoirs publics parce que c'est les plus mauvais employeurs. Donc, qui s'occupe de la fonction publique avant d'expliquer aux entreprises comment ils doivent faire? Alors, par contre... Il y a des déprimes aussi dans la fonction publique. Il y a des burn-out. Il y en a probablement plus. Donc, pour revenir au comité de direction, bien sûr que s'ils ne sont pas conscients des sujets et qu'ils n'agissent pas, il ne se passera rien. Le problème, c'est que moi, j'ai vu aussi des comités de direction s'emparer du sujet. Il y en a qui s'en emparent, mais qui veulent traiter le problème comme ils l'ont créé. Autrement dit, ils font un plan quinquennal. Ils décident que maintenant, toutes les équipes devront faire
5 réunions dans l'année, qu'elles vont commencer à 9h et finir à 11h, qu'ensuite ils auront droit à 32 minutes de convivialité avec un budget de 4,50 € On par impose salarié. la convivialité, en fait. Je caricature à peine. Soyez heureux. Voilà, bon. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Bien sûr. La QVT, ça se combat par l'autonomie. Et les dirigeants doivent accepter de ne pas savoir ce qui se passe. Alors pourquoi un certain nombre de managers sont aussi mal à l'aise avec le télétravail, avec ce qui se passe aujourd'hui? Ils perdent la main. Parce qu'ils ont été éduqués, formés, que tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir en permanence ce qui se passe, faire du reporting à la minute près, et que le moindre détail qui ne va pas remonte à la direction. Bon, enfin, ou qui s'en occupe. Alors que c'est ceux-là qui sont mal à l'aise. Les managers qui fixent le sens, les objectifs généraux, et qui n'expliquent pas à leurs salariés comment ils doivent faire le travail, mais qui leur font confiance, ceux-là, ils peuvent être tout à fait à l'aise avec les évolutions d'aujourd'hui. Excusez-moi, on a un coût social. Vous parliez, c'était le début de notre échange. Les arrêts maladie longue durée pour des burn-out, ça peut durer 1 an. On parlait de la démission silencieuse, c'est-à-dire que c'est des salariés qui sont rémunérés par l'entreprise, mais qui ont décidé de faire le strict minimum. Oui. Ça, c'est une tendance lourde qu'on voit apparaître. C'est-à-dire qu'un des héritages de cette situation, encore plus dans un contexte où l'inflation est grandissante, où on a du mal aussi Il y a un risque à ne partir. Le mois, effectivement, fait que c'est aujourd'hui principaux facteurs de risque en matière de souffrance économique. On voit que ça apparaît de plus en plus. Ça, c'est une nouveauté, je pense, post-Covid. La question, il y a un quart des salariés qui sont plus endettés aujourd'hui. Il y a la moitié qui disent « je ne sais pas si je vais pouvoir faire face à 500 € d'imprévus cette année ». Donc ça crée forcément cette incertitude supplémentaire. Et puis du stress psychologique. Du stress, bien entendu, très concret, on va dire. Vis-à-vis de ça, je crois qu'il y a une question de cohérence aussi qu'on doit avoir. Effectivement, est-ce qu'on doit être dans un principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire, moi je suis directeur général d'une entreprise, je prends une décision qui a un impact négatif sur la santé de mes salariés, est-ce que je dois le payer ou pas? Mais ça revient à ma question de tout à l'heure. Est-ce que je dois payer les pots cassés? Est-ce que je dois prendre en charge? Selon vous, oui ou pas? Je pense que oui, sur le principe. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de comités de direction qui ne sont pas forcément dans une idée de vouloir faire du mal pour faire du mal et détruire leurs salariés. Non, je ne pense pas, bien sûr. Il y a une question plutôt de méthode et de façon de s'y prendre, où aujourd'hui, on manque énormément, effectivement, d'accompagnement. Et puis les process, les process qui étouffent toute initiative. Effectivement. Quand on change une entreprise, quand on prend une décision stratégique, effectivement, comment on intègre cette question de la santé mentale de mes salariés, de leur bien-être, quand je suis N+18. Et je pense qu'il y a une question de cohérence, parce que les managers de proximité, on en parlait, ils sont un peu parfois tiraillés. On a une injonction paradoxale entre, d'un côté, on entend beaucoup ça, mais on me demande de faire de la perf et de l'augmentation de la productivité, et de l'autre, on me demande de faire du bien-être. Sur quoi je mise? Et je pense qu'il faut donner des priorités. Mais à la FIRPS, je fais vraiment un gros effort de prononciation, il y a quand même l'idée, et là on voit dans ce que vous évoquez, du lien entre bien-être et performance. Ça, c'est pas antinomique. C'est parce qu'on est bien dans l'entreprise, c'est parce qu'on est autonome qu'on est plus performant. Ça, vous soutenez cette idée? C'est important de l'entendre. Enfin, on peut être bien au travail. Pour revenir à la notion de désengagement, un salarié a une remarque désagréable de son chef, qui le blesse, qui l'humilie. Eh bien, il y a énormément de métiers où il peut faire le reste de la journée, il va faire semblant de travailler. Il se connecte, il fait tout ce qu'il faut pour avoir toutes les... Voilà. Mais en fait, il n'avance pas. Il n'a pas envie, il ne peut plus avancer. C'est presque une forme de sabotage, quoi. Non, parce que le sabotage, c'est délibéré. C'est qu'il est trop blessé, il n'a plus l'énergie qui permet de travailler. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en train, comme du temps de Taylor, de soulever des tonnes de fonte. C'est vrai. La plupart des métiers, on travaille avec son cerveau et un peu son affect. Et bien, si celui-ci est blessé, même il peut l'être pendant 1 heure, pendant une journée, pendant 6 mois, eh bien, on ne peut pas travailler. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a un énorme souci personnel. On sait qu'il est aussi dangereux au volant que s'il avait bu. Il ne peut pas conduire comme il faut. Ben, c'est pareil dans le boulot. Donc, évidemment qu'il y a un lien entre santé au travail et compétitivité. Après, il faut l'instruire au quotidien et avec des logiques pragmatiques aussi. Voilà. Ça fait c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est même pas du sabotage comme je l'imaginais. C'est qu'en fait, on est tellement touché psychologiquement qu'on est plus apte, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, on est vraiment sur des cas extrêmes, mais on a aussi tout un tas de salariés qui sont pas forcément malades ou identifiés comme étant en risque psychosocial. Eux-mêmes ne le sentent pas d'ailleurs, ou ne le voient pas, mais qui effectivement ne donnent pas le maximum d'eux-mêmes. Ou alors, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui sous le terme de démission silencieuse, ont tellement donné finalement leur entreprise en ne comptant pas leur supplémentaire, en travaillant soir, week-end, vacances, là on lève le pied, convéable, que maintenant ça atteint ma santé potentiellement. J'ai vu les limites et j'ai vu que ce qui était important pour moi, c'est passer du temps à ma famille, et je vois que je ne suis pas reconnu à cette heure-là, voire au bon niveau de mes efforts
voire j'arrive même pas à nourrir ma famille de façon correcte. Donc je lève le pied parce qu'aujourd'hui la situation peut être incertaine et j'attends de voir plus tard. Et là on voit qu'il y a un doublement. Oui, c'est l'entre-deux, c'est pas la grande démission. Voilà, c'est pas la grande démission, mais je fais le strict minimum parce que finalement la promesse même de mon entreprise ou du travail a été un peu déçue, mise à mal, et je l'ai bien vu avec cette crise-là. Les indicateurs des pouvoirs publics, parce qu'il y a les baromètres empreintes humaines et d'autres acteurs. Qu'est-ce que disent les pouvoirs publics là? On a les tendances un peu, parce qu'il y a des rapports sur les risques psychosociaux. On sait où on en est. On en est où? Sur la population générale, on est aussi à des niveaux d'anxiété et de dépression élevés, très importants. Dans la population générale, ça c'est clair, y compris surtout pour les jeunes. Et on le voit d'ailleurs dans les entreprises, beaucoup de DRH me disent, c'est incroyable, je vois des jeunes, c'est leur premier job, ça fait 6 mois qu'ils sont là, et ils s'arrêtent pour burn-out. Pour burn-out, on a l'impression, on se dit, mais est-ce qu'ils ont le cuir qui s'est affaibli et qui est beaucoup moins épais, un peu trop fin? Est-ce qu'ils attendent trop de l'entreprise? C'est ce que j'entends aussi, qu'ils sont un petit peu trop très demandeurs. Très demandeurs. Mais en fait, c'est qu'ils sont aussi fragilisés. Ça, on peut se le dire. C'est pas de la fainéantise. Je crois qu'il y a un vrai changement de fond aujourd'hui. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils peuvent attendre en matière de conditions de travail. Il y a un contrat moral et plus exigeant peut-être aussi. Bien sûr, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du management. Et ils n'hésitent pas aujourd'hui dans les grands groupes à partir du groupe pour faire des alertes éthiques, par exemple. Ils démissionnent, ils font des alertes parce qu'en dénonçant des situations, on en parlait tout à l'heure, de harcèlement, de situations qu'ils n'acceptent plus. Et aujourd'hui, on voit que c'est une tendance qui est très importante. Justement, le harcèlement, parce qu'il contribue à la détérioration de la qualité de vie au travail et du psychisme, ça progresse parce que cette question-là, elle a été prise en charge par les pouvoirs publics. Des lois ont été votées. On condamne parfois des harceleurs. Ça progresse ou pas, ça, sur ce sujet? Alors, moi, je suis un peu sceptique sur les aspects quantitatifs. Les enquêtes Santé publique France montrent qu'il y a une dégradation, mais avec des chiffres qui sont à peu près la moitié de ceux des enquêtes de Christophe Nguyen. Donc, moi, je pense qu'il y a un énorme biais de recrutement dans les chiffres que produit Empreinte Humaine, puisque des enquêtes en ligne, pour avoir 2000 réponses, il faut à peu près adresser 50 000 questionnaires. Il faut arroser très large. Et que du coup, c'est ceux qui sont intéressés par le sujet qui répondent. Donc ça, c'est le biais, ça, c'est le risque du biais. Il y a les tendances. Je suis d'accord avec les tendances qui sont évoquées. Mais dire qu'il y a 40% de gens... Ça vous semble un peu exagéré? À mon avis, c'est la moitié. Bon, et c'est l'avis des cabinets de la FIRPS en général. Mais sur les phénomènes identifiés, je suis en gros d'accord. D'abord que ça augmente. Après, est-ce que le harcèlement explose? Je ne sais pas. Mais c'est difficile. C'est toujours pareil. Avant, c'est bien de mesurer. Il faut aussi comprendre et puis essayer de combattre. Voir un peu s'il crée des problèmes. Moi, je ne suis pas pour des politiques de prévention des RPS à part du reste de l'entreprise. Oui. Je vais vous donner un exemple sur les entretiens d'évaluation. Avec 4 pages à remplir par le manager. S'il y a une période de stress des managers, c'est celle-là. Eh bien, la campagne des entretiens d'évaluation. Donc, ils en sont les premières victimes. C'est une bavante. C'est horrible. Et puis, du côté des salariés, là aussi, je vais prendre l'exemple des salariés les plus anciens. Est-ce qu'on dit qu'il faut travailler plus tard? Bon, quand on a 55, 60 ans... Oui, c'est les retraites, ça. Oui, non, mais c'est directement lié aux retraites. Et qu'il y a un manager de 30 ans qui ne connaît rien au boulot, qui vient faire l'entretien d'évaluation et donner des notes, mais on a juste envie de prendre sa retraite le lendemain. Bon, si on veut que les gens travaillent plus tard, il y a un vrai sujet là. Il faut s'occuper d'eux et arrêter de les emmerder. Voilà. Non, mais vous dites qu'un jeune gars qui rentre dans l'entreprise qui a 30 ans et qui fait un entretien d'éval, un cadre de 55 ans qui a 30 ans de métier, c'est vrai que ça... C'est pas forcément un cadre, ça peut être ses salariés. Un salarié, bien sûr. C'est extrêmement fréquent. Et nous, on a fait des enquêtes sur les entretiens d'évaluation. Et ben, les jeunes, ça leur pose très peu de problèmes. Évidemment. Ils sortent de l'école, ça fait 20 ans qu'on leur colle des notes, ils n'ont plus besoin qu'on leur explique bien ce qu'il faut faire, etc. Et pas pour le... Ça va très bien. Bien sûr. Mais demandez aux anciens. Quand ils rentrent en bouteille. Un dernier mot, parce que le débat est terminé, mais il est passionnant par ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur la méthodologie qu'on déploie... je savais que vous alliez répondre. Forcément. Bien sûr. Je réponds. C'est que ça utilise effectivement des échantillons représentatifs garantis par des sondeurs qui sont quand même reconnus, avec des méthodes, des quotas. Et puis, nos indicateurs scientifiques sont publiés dans des revues internationales. Aujourd'hui, c'est publié dans des grandes revues avec des comités de lecture sur lesquels, finalement, on a des comparaisons. Donc après, effectivement, je pense qu'il faut parler aux scientifiques. Après, sur cette partie... Tout dernier mot. Je voudrais juste dire que, au-delà de la grande démission dont on peut parler avec un marché du travail français qu'on connaît, qui est différent du marché aux États-Unis, américain, on va avoir peut-être une augmentation de l'absentéisme, mais en tout cas d'une démission silencieuse, qui est une forme c'est le phénomène. Ça, c'est le phénomène. De désengagement, de démotivation, mais qui est un peu militante. Et je pense que c'est là où la question du dialogue est très importante, qu'il va falloir créer des conditions de travail durables. Merci à vous, François Cochet. Sur la question, encore une fois, des process que vous évoquiez dans les entretiens annuels,
peut-être repenser un peu tout ça et de s'intéresser aux collaborateurs qui ont de la valeur, qui ont 30 ans de métier et qui portent des choses et pas les traiter comme des enfants, parce que c'est un peu ça dont vous parlez. Ce n'était qu'un exemple. C'était qu'un exemple, mais c'est un exemple extrêmement probant. Vous vous êtes exprimé très librement sur ce plateau. Merci à vous, Christophe Nguyen. Vous avez pu développer vos chiffres. Merci à vous, président du cabinet Empreinte Humaine. Vous êtes psychologue par ailleurs. Et puis merci à François Cochet, directeur des activités santé cabinet CECAFI et président de la FIRPS. Merci à vous deux. On termine par fenêtre sur l'emploi. Alors, on parle recrutement dans cette rubrique. On parle recrutement et c'est compliqué dans la tech. On va en parler tout de suite avec notre invité.